Partie 1. Les ombres du passé. Bonjour à tous, et bienvenue sur notre chaîne YouTube, Histoire de tous les jours, l'endroit où les récits vrais de la vie ordinaire se transforment en drames captivants qui touchent le cœur. Si vous n'avez pas encore franchi le pas, je vous invite cordialement à vous abonner dès maintenant, c'est gratuit, et vous recevrez une notification pour chaque nouvelle histoire qui pourrait bien résonner avec la vôtre. Activez la cloche pour ne rien manquer, et laissez un petit like si vous aimez ces témoignages intimes. Aujourd'hui, je vais vous plonger dans une histoire qui m'a personnellement bouleversée, celle de Marie, une femme comme tant d'autres, qui a vécu l'humiliation publique, la trahison la plus cruelle, mais aussi une renaissance inattendue. Installez-vous confortablement, car ce récit, narré par Marie elle-même, est long et chargé d'émotions. Prêt? Allons je m'appelle Marie, j'ai 42 ans, et si on m'avait dit il y a un an que ma vie basculerait en une soirée de dîner familial, je l'aurais pris pour une blague de mauvais goût. Mais la vie, cette grande farceuse, adore nous surprendre avec des rebondissements dignes d'une telenovela. Aujourd'hui, assise dans mon petit appartement à Lyon, avec une tasse de thé fumante entre les mains, ce même thé que je buvais autrefois pour me calmer les nerfs après une journée éreintante, je vous raconte tout. Pas pour me venger, non. Pour guérir. Pour que vous, mesdames, surtout celles qui comme moi avaient franchi la barre des 35 ans et qui portaient le poids d'une famille sur vos épaules, vous sachiez que la trahison n'est pas une fin, mais un début. Que l'humiliation peut se transformer en force, si on ose regarder en face les ombres de notre passé. Tout a commencé il y a 20 ans, dans une petite salle de conférence à Grenoble, où je travaillais comme assistante administrative dans une agence d'assurance. J'avais 22 ans, fraîchement sortie d'un BTS un peu bancal, avec des rêves trop grands pour mon salaire modeste. Ma vie était un tourbillon de factures impayées et de soirées solitaires devant la télé, à regarder des séries où les héroïnes finissent toujours par trouver l'amour. Et puis, il est arrivé, Paul. Grand, charismatique, avec ce sourire en coin qui faisait fondre les cœurs. Il était banquier, tout frais promu dans la succursale locale, et lors d'une formation commune, nos regards se sont croisés. Marie, n'est-ce pas? Vous avez l'air d'une femme qui cache un océan derrière ses yeux verts, m'a-t-il dit en me tendant un café lors de la pause. J'ai rougi comme une adolescente. Nous avons discuté toute la nuit, après le séminaire, dans un bar enfumé du centre-ville. Il parlait de ses ambitions, de voyages en Asie, de cette vie qu'il voulait conquérir. Moi, je lui racontais mes parents modestes, papa, ouvrier dans une usine automobile, parti trop tôt d'un cancer foudroyant quand j'avais 16 ans, maman, femme au foyer qui tricotait pour arrondir les fins de mois, et qui m'avait élevée seule avec ma sœur Claire et mon frère Marc. Paul m'écoutait, fasciné. Tu es une survivante, Marie. Laisse-moi te montrer le monde. 6 mois plus tard, nous nous marions dans une petite église de banlieue, entourée de ma famille éparpillée et de la sienne, si différente. La famille de Paul. Ah, là commence déjà l'ombre. Sa mère, Hélène, veuve depuis 10 ans, était une femme imposante, avec des bijoux en or qui cliquetaient comme des menottes à chaque geste. Issue d'une lignée bourgeoise lyonnaise, elle avait hérité d'une petite fortune de son mari, un industriel du textile, et elle veillait jalousement sur cet empire familial. Paul était son unique fils, son trésor, et dès le premier regard, elle m'a jaugé, une gentille fille, mais sans éclat. Prends soin de mon garçon, Marie, ou tu le regretteras. Ces mots, prononcés avec un sourire pincé lors du toast nuptial, m'ont glacée. Mais j'étais amoureuse, aveugle. Paul m'avait sauvée, comme il aimait le dire. Il m'avait sorti de mon petit 2 pièces humide pour m'installer dans une maison cosy à la périphérie de Lyon, avec un jardin où je pouvais planter des roses. Nous avons eu nos enfants vite, Léa, notre aînée, née 1 an après le mariage, avec ses boucles brunes et son tempérament de feu, puis Thomas, 2 ans plus tard, calme et rêveur, avec les yeux bleus de son père. Les premières années étaient idylliques, du moins en surface. Paul grimpait les échelons à la banque, ses primes nous offraient des week-ends à la mer, et je quittais mon job pour me consacrer à la maison et aux enfants. J'adorais ça, les matins où je préparais des crêpes pour Léa qui riait aux éclats, les soirées où Thomas se blottissait contre moi pour une histoire. Paul rentrait tard, souvent fatigué, mais il m'embrassait toujours sur le front. Ma reine, tu es le pilier de tout ça. Pourtant, les fissures apparaissaient, subtiles comme des craquelures sur un vase précieux. Ces absences se prolongeaient, des réunions à Paris, des clients exigeants,
et quand il revenait, il sentait le parfum d'une autre, un musc subtil que je mettais sur le compte de ses collègues masculins. Hélène, elle, s'incrustait de plus en plus, des visites impromptues avec des conseils non sollicités, Marie, une vraie épouse sait se taire, et des chèques pour les petites dépenses, qui me faisaient me sentir comme une assistante sociale plutôt qu'une belle fille. Ma propre famille, en comparaison, était un havre de simplicité. Claire, ma sœur aînée de 45 ans, veuve depuis 5 ans après un accident de voiture qui avait emporté son mari, travaillait comme infirmière et était ma confidente absolue. Nous nous appelions tous les soirs, riant de nos vies chaotiques. Marc, mon frère de 39 ans, était parti s'installer à Marseille avec sa femme et leurs 3 enfants. Il appelait rarement, trop absorbé par son boulot de commercial, mais quand il le faisait, c'était pour me rappeler, t'es la plus forte d'entre nous, Marie. Maman serait fière. Maman. Elle nous avait quittés il y a 10 ans, d'une crise cardiaque soudaine, laissant derrière elle un petit héritage, une maison modeste vendue pour payer les dettes, et une boîte de bijoux en toc qu'elle jurait être de famille. Claire et moi les avions partagés, mais il y avait toujours eu ce murmure, garde-les bien, ma chérie. Ils valent plus que tu ne penses. Je n'y avais jamais prêté attention, trop occupée à tenir notre petit monde. Mais ces derniers mois, tout a changé. Paul devenait distant, irritable. Ses cadeaux pour Hélène, un collier en perles pour son anniversaire, une montre de luxe pour Noël dépassaient nos moyens, et quand je l'interrogeais, il balayait d'un geste, c'est pour la famille, Marie. Maman a toujours été là pour nous. Je commençais à douter. Une nuit d'insomnie, alors qu'il ronflait à mes côtés, j'ai fouillé son bureau. Pas par paranoïa, non par instinct de survie. Et là, entre des factures anodines, j'ai trouvé un dossier. Des relevés bancaires, des virements suspects vers un compte au nom d'une certaine Sophie L, et des notes griffonnées, H approuve 5K moi. Mon cœur s'est serré comme dans un étau. Sophie? Hélène au courant? J'ai refermé le dossier, les mains tremblantes, et je me suis promis de creuser. Discrètement. Car si Paul me mentait, c'était la fin de tout ce que je croyais être vrai. C'est dans ce contexte tendu que Paul a annoncé le dîner familial. Ce week-end, on invite tout le monde. Ta sœur, ton frère, maman. Ça fait trop longtemps qu'on n'a pas ri ensemble. Sa voix était enjouée, presque forcée, et j'ai acquiescé, masquant mon malaise. J'ai passé la semaine à préparer, course au marché pour un rôti de bœuf saignant, comme Paul l'aimait, tarte aux pommes pour le dessert, la recette de maman, et cette robe bleu marine qui me faisait me sentir un peu moins invisible. Vendredi soir, Claire m'a appelé, tout va bien, s'arrête? Tu as la voix bizarre. J'ai hésité, puis, viens, et on en parle après le café. Marc a confirmé sa venue par texto, on arrive samedi midi. Bisous aux gosses. Léa, ma rebelle de 16 ans, a râlé, encore un dîner guindé avec grand-mère Hélène? Elle me traite comme une gamine. Thomas, 14 ans et timide, s'est contenté d'un haussement d'épaule, tant qu'il y a du rôti, le jour J, la maison embaumait l'ail et le thym. J'ai mis la table avec soin, nappe blanche, verre en cristal offert par Hélène elle-même, ironie du sort. Paul rentrait tôt pour une fois, aidant à dresser les couverts avec un sourire que je ne lui avais pas vu depuis des lustres. Ce soir, on fête la vie, Marie. Oublie les soucis. Ces mots sonnaient faux, mais j'ai souri en retour, nouant mon tablier autour de ma taille. Les invités arrivaient vers 19h. D'abord Claire, avec un bouquet de marguerites et un clin d'œil complice, tu es radieuse, malgré tout. Puis Marc, essoufflé de la route, serrant Paul dans ses bras comme un frère, ancien, ça fait plaisir. Hélène fermait la marche, majestueuse dans sa robe rouge, un parfum de chèvrefeuille envahissant l'entrée. Ma chère Marie, toujours au fourneau. Paul a de la chance. Son ton était mielleux, mais ses yeux me transperçaient. Le dîner a commencé dans une atmosphère légère, presque trop. Apéritif au salon, kir royal pour Hélène, qui trônait dans le fauteuil préféré de Paul, bière pour Marc et mon mari, riant de souvenirs d'enfance. Les enfants animaient la tablée, Léa racontait ses audaces au lycée, j'ai séché le cours de maths pour un débat écolo, et devinez? Le prof m'a félicité. Thomas rougissait en montrant ses dessins sur sa tablette. Claire, à ma droite, me glissait, maman, tu as l'air épuisée.
Papa rentre tard encore? J'ai hoché la tête, forçant un rire, toujours les mêmes histoires de banque. Mais ce soir, on oublie. Paul levait son verre, à la famille. Celle qu'on choisit, et celle qu'on subit. Rire poli, mais Hélène a ajouté, d'un ton acide, surtout celle qu'on choisit bien, mon fils. Le malaise flottait, comme une brume point puis, après le plat principal mon rôti, félicité par tous sauf Hélène qui a pincé les lèvres sur la sauce, Paul s'est levé. Son verre à la main, il a pris cette voix théâtrale qu'il réservait aux toasts d'entreprise. Mes chers tous, ce dîner n'est pas anodin. J'ai quelque chose à vous dire. Le silence est tombé, lourd. J'ai senti un frisson me remonter l'échine, comme si l'air s'était raréfié. Il s'est tourné vers moi, un sourire cruel aux lèvres. Regardez-la. Elle ne se doute même pas que je vide nos comptes depuis des mois pour ma nouvelle petite amie. Les mots ont claqué comme un fouet. Un hoquet collectif a parcouru la table. Claire a porté la main à sa bouche, Marc a blêmi, les enfants se sont figés, Léa avec les yeux écarquillés, Thomas les larmes aux yeux. Hélène, elle, a éclaté de rire, un rire strident, théâtral. Tu mérites mieux que ça, mon fils. Bien mieux qu'une cuisinière sans ambition. Le monde s'est arrêté. Mon cœur battait à tout rompre, un tambour de guerre dans ma poitrine. Des images défilaient, nos nuits solitaires, ces textos fuyants, ce dossier dans son bureau. L'humiliation brûlait comme de l'acide devant ma famille, mes enfants, la femme qui m'avait toujours toisé. J'aurais pu hurler, fondre en larmes, renverser la table. Mais non. Quelque chose en moi, cette étincelle forgée par des années de silence avalé, a pris le dessus. J'ai souri. Un sourire froid, calculé, que je n'ai pas reconnu. Me levant lentement, je suis allée à la cuisine chercher le dessert. La tarte aux pommes, encore tiède, embaumait la cannelle. En la servant, tranche par tranche, j'ai dit d'une voix douce, presque chantante, c'est vrai, il mérite quelque chose de supérieur. Les rires d'Hélène se sont tus nets. Paul a froncé les sourcils, mal à l'aise. Qu'est-ce que tu veux dire par là, Marie? C'est alors que j'ai plongé la main dans la poche de mon tablier. L'enveloppe était là, épaisse, scellée d'un ruban rouge, un ruban de maman, pris dans sa boîte de bijoux. Je l'ai posé sur la table, juste entre Paul et Hélène, avec un calme qui me surprenait moi-même. Ouvrez-la. Et regardez bien. Le silence était assourdissant. Paul a déchiré l'enveloppe d'un geste rageur, ses doigts tremblants malgré sa bravade. Hélène s'est penchée, ses lunettes sur le nez. À l'intérieur, des copies de relevés bancaires, des emails interceptés à Sophie, cette nouvelle petite amie, une collègue de 28 ans aux photos aguicheuses, et surtout, des preuves irréfutables de falsification, des signatures forgées sur nos comptes joints, des détournements vers un fonds d'investissement douteux lié à Hélène. Mais ce n'était pas tout. Au fond de l'enveloppe, une lettre manuscrite de Claire, glissée ce matin. Marie, souviens-toi de l'héritage de maman. Ce n'est pas ce qu'il croit. Les bijoux, ils cachent un testament. Paul et Hélène l'ont su dès le début. Leurs visages se sont fermés comme des portes de prison. Paul a pâli, bafouillant, c'est du bluff. Tu as fabriqué ça. Hélène, pour la première fois, a perdu son assurance. Qu'est-ce que c'est que cette histoire de testament? Marie, tu délires. Claire a hoché la tête en silence, Marc a murmuré, mon Dieu, Paul. Léa s'est levée d'un bond, papa, c'est dégueulasse. Comment tu as pu? Thomas pleurait doucement, serrant ma jupe. Le chaos a éclaté, cris, accusations volantes. Paul m'a pointé du doigt, espionne. Tu vas regretter ça, Marie. Je te déshériterai de tout. Hélène renchérissait, mon fils mérite la lune, pas une traîtresse comme toi. Mais moi, je restais plantée là, le cœur en miettes mais l'âme intacte. Intérieurement, je jurais, ce n'était que le début. J'avais surveillé ces virements pendant des mois, nuit blanche à décrypter des codes, appels anonymes à la banque. Et ce secret d'héritage, révélé par Claire lors d'une fouille impromptue chez maman après sa mort. Paul l'avait su, et avec Hélène, ils avaient manigancé pour le détourner, utilisant notre mariage comme levier. Et la soirée s'est achevée dans les larmes et les portes claquant. J'ai raccompagné Claire et Marc sous la pluie fine de Lyon, promettant, on se battra, ensemble.
Les enfants, blottis contre moi dans la voiture, murmuraient « Maman, on t'aime ». Paul a claqué la porte de la maison, Hélène le suivant comme une ombre. Seule dans la nuit, l'enveloppe vide en main, j'ai senti la rage monter, mêlée à une étrange liberté. Les obstacles ne faisaient que commencer, un divorce orageux, un procès peut-être, et ce chantage familial qui puait le soufre. Mais pour la première fois, je me sentais vivante. Prête à briser les chaînes. Partie 2, les chaînes brisées. Bienvenue à nouveau sur Histoire de tous les jours. Si vous avez raté la partie 1, je vous conseille de la visionner d'abord, c'est là que tout commence, avec ce dîner fatidique qui a fait voler en éclats ma vie apparemment parfaite. Merci à tous pour vos commentaires encourageants, ils me touchent profondément. Marie est de retour pour la suite, et croyez-moi, la tension ne fait que monter. Installez-vous, car cette partie est un tourbillon de drames, de secrets enfouis et de confrontations qui vous tiendront en haleine. Prêts pour la suite ? Allons-y. Les jours qui ont suivi ce dîner infernal se sont étirés comme une éternité de cauchemars éveillés. Je me souviens encore de la nuit du samedi au dimanche, blottie dans le canapé du salon avec Léa et Thomas collés contre moi, comme des chatons apeurés. La pluie tambourinait sur les vitres, un rythme funèbre qui semblait moquer ma douleur. Paul avait claqué la porte de la chambre conjugale, me laissant l'enveloppe vide comme un trophée moqueur sur la table basse. Hélène était repartie en taxi, non sans me lancer un dernier regard assassin. « Tu vas payer pour ça, petite ingrate ». Claire et Marc étaient restés tard, à me serrer dans leurs bras, Claire murmurant « On va s'en sortir, Marie. Ce testament de maman, c'est notre arme secrète. » Mais dans l'obscurité, seule avec mes pensées, l'humiliation me rongeait comme un acide lent. Comment avait-il osé ? Devant mes enfants, ma famille ? Et cette Sophie, cette ombre anonyme qui avait pillé notre avenir pour ses caprices. Le lendemain matin, le harcèlement a commencé. Mon téléphone vibrait sans relâche, des messages de Paul qui passaient de la fureur à la manipulation en un clin d'œil. Le premier, « Tu vas regretter, Marie. Cette enveloppe, c'est du bluff. On en discute calmement ce soir. » J'ai ignoré, les doigts tremblants sur l'écran. Puis, un appel manqué, suivi d'un texto plus venimeux, « Sophie est tout ce que tu n'es pas, jeune, libre, excitante. Tu m'as étouffée pendant 18 ans avec tes dîners et tes lessives. Signe les papiers de divorce sans faire d'histoire, ou je te laisse sans un sou. » Mon estomac se nouait à chaque mot. Je me suis réfugiée dans la cuisine, préparant un café amer, imaginant son visage, ce même visage qui m'avait un jour juré fidélité éternelle. Les enfants, sentant la tempête, évitaient le sujet. Léa scrollait furieusement sur son téléphone, Thomas dessinait des monstres sombres dans son cahier. « Maman, on va où maintenant ?» a-t-il murmuré, les yeux humides. J'ai forcé un sourire, chez Tata Claire, pour l'instant. Tout ira bien, mon trésor. Hélène n'était pas en reste. Un appel de sa part, l'après-midi même, alors que je bouclais nos valises. Sa voix, glaciale comme un vent d'hiver. « Marie, reviens à la raison. Paul est fragile, tu le sais. Ces preuves, c'est de la diffamation. Je coupe les vivres immédiatement, plus de chèques pour l'école des enfants, plus d'aide pour la maison. Et ce testament fantôme ? Oublie-le. Ta mère n'avait rien d'autre que des dettes. » J'ai raccroché, le cœur battant, mais une rage sournoise montait en moi. Couper les vivres ? Comme si j'étais une mendiante à sa solde. J'ai rappelé Claire en urgence. « Sœurette, il faut qu'on accélère. L'avocat, les bijoux. Tout. » Elle a répondu d'une voix ferme. « J'arrive. » Et Marc ? Il est furieux, il veut confronter Paul. Nous nous sommes retrouvés chez elle, dans son petit appartement douillet du Vieux-Lyon, avec vue sur la Saône. Marc est arrivé en trombe, les poings serrés, ce salaud. Il a toujours été un opportuniste. Souviens-toi de notre mariage, Marie, il a insisté pour que maman signe ces papiers bizarres pour protéger les biens familiaux. Point. Claire a hoché la tête, sortant une vieille boîte en acajou, celle des bijoux de maman. À l'intérieur, pas seulement des colliers en toc, un compartiment secret, révélé par un mécanisme astucieux que Claire avait découvert en rangeant après l'enterrement. Des documents jaunis, un testament holographe,
daté de l'année de ma naissance, léguant à ses enfants une petite somme en fidéicommis, fruit d'une assurance vie que papa avait souscrite en secret. Mais plus, des preuves que Paul, fraîchement marié, avait convaincu maman de prêter ses fonds pour un investissement familial, avec Hélène comme garante. Un prêt jamais remboursé, détourné vers les affaires douteuses de la banque de Paul. Les obstacles s'accumulaient comme des murs infranchissables. Le lundi, en arrivant au travail, mon poste modeste de gestionnaire administratif dans une PME d'import-export, les rumeurs avaient déjà filtré. Une collègue, compatissante mais curieuse, m'a prise à part. « Marie, tout va bien ? On parle de problèmes conjugaux. » J'ai rougi, balbutiant une excuse, et passé la journée la tête dans les dossiers, les larmes coulant sur les factures. Pire, un email de la banque, bloquant l'accès au compte joint. Sur ordre de Monsieur Paul Dupont, pour raison de sécurité. J'étais coincé, sans un euro pour le pain quotidien. Chez Claire, nous avons improvisé, elle avançait l'argent pour les courses, Marc envoyait un virement d'urgence depuis Marseille. Mais émotionnellement, c'était un supplice. Des nuits blanches où je revivais le dîner en boucle, le rire d'Hélène, le regard trahi de Thomas. Et ces flashbacks incessants à mon enfance. Maman, avec ses bleus cachés sous les manches longues, subissant les colères de papa avant qu'il ne parte. Une femme doit supporter, ma chérie, me disait-elle en me brossant les cheveux. Était-ce ça, mon héritage ? Une chaîne de soumission que Paul avait su exploiter ? La rage me consumait, mais aussi une peur viscérale. Et si je perdais tout ? Les enfants, la maison, ma dignité, j'ai pris rendez-vous avec Maître Lefebvre, un avocat spécialisé en droit familial, recommandé par une voisine. Son cabinet, un bureau étriqué près de la Pardieu, puait le café froid et les espoirs brisés. « Madame Dupont, vos preuves sont solides », m'a-t-il dit en feuilletant l'enveloppe. « Falsification de signature, c'est pénal. Et ces virements vers Sophie Lemaire, j'ai vérifié, c'est une subalterne de votre mari à la banque. Mais attention, si Hélène est impliquée, ça sent le complot. Dites-moi plus sur cet héritage. » Je lui ai tout déballé, le testament, les bijoux comme indice, la manipulation lors de notre mariage. Il a sifflé, intéressant. On peut attaquer sur fraude successorale. Mais préparez-vous, Paul va contre-attaquer, peut-être avec un chantage sur la garde des enfants. Sortant de là, un mélange d'espoir et de terreur m'envahissait. Sophie. Ce nom me hantait. J'ai googlé discrètement sur le téléphone de Claire, une photo LinkedIn, blonde, sourire carnassier, 28 ans. Assistante marketing. Les fonds détournés ne servaient pas qu'à ses soirées, un investissement frauduleux, un appartement loué à son nom, financé par Hélène via une société écran. Mon sang ne faisait qu'un tour. Le suspense culminait quand Léa, ma petite détective instinctive, a fouillé le téléphone de Paul laissé, par erreur, dans la maison lors de notre départ précipité. Elle est entrée en trombe dans la chambre d'amis chez Claire. « Maman. Regarde ça. » Des captures d'écran, messages explicites à Sophie. « Bébé, maman est au courant, elle adore ton idée pour l'appart. » Et pire, un échange avec Thomas. « Fiston, garde ça pour toi, papa a une amie spéciale. C'est temporaire. » Thomas, mon petit ange timide, savait vaguement. Le soir même, confrontation familiale improvisée. Thomas a fondu en larmes. Je l'ai vu avec elle, une fois, en ville. Il m'a dit de ne pas te dire, que ça te rendrait triste. Léa hurlait. Papa est un menteur. Comment il ose te faire ça? J'ai serré mes enfants contre moi, le cœur brisé en mille éclats. Ce n'était plus seulement une trahison conjugale, c'était un poison familial, qui rongeait mes petits. On va s'en sortir, ai-je murmuré, mais intérieurement, je bouillonnais. Paul avait divisé ma chair. Même point. La confrontation explosive a eu lieu une semaine plus tard, chez Hélène. Elle avait convoqué une réunion familiale, par email laconique, pour le bien de tous. Venez seul. Paul insistait, un texto suppliant masqué en ordre, signe l'accord de silence, Marie. Partage équitable, la maison pour toi, les comptes gelés. Sinon, la guerre. J'y suis allé, flanqué de Maître Lefebvre en observateur discret, et avec Claire en renfort moral. La villa d'Hélène, perchée sur les collines de Lyon, était un mausolée de luxe froid,
marbre blanc, tableau signé, et cette odeur persistante de chèvrefeuille qui me donnait la nausée. Paul trônait au bout de la table de la salle à manger, Sophie absente mais omniprésente dans une photo encadrée sur le buffet ironique cruel. Hélène, en tailleur noir, nous a accueillis avec un sourire de requin. « Assieds-toi, Marie. Buvez quelque chose ? Du thé, comme une bonne fille ?» La tension était palpable, un fil tendu prêt à rompre. Paul a ouvert les hostilités. « Écoute, on peut arranger ça à l'amiable. Tu gardes les enfants la moitié du temps, je te verse une pension. Mais cette enveloppe, détruis-la. C'était une erreur, une phase. » Sa voix suintait le faux semblant, et je voyais Sophie dans ses yeux enceinte. Non, pas encore, mais l'idée me tordait les tripes. Hélène a pris le relais, posant un dossier devant moi, un accord pré-rédigé, avec clause de non-divulgation. Signe, et tout s'arrange. Paul mérite la paix, et toi, une nouvelle vie, loin de nous. Puis, le coup de poignard, elle a révélé le secret familial, d'une voix suave comme du poison. Ton père, ce brave ouvrier ? Pas le tien, Marie. Ta mère a avoué sur son lit de mort à Paul et à moi. Un amant, un vrai père inconnu. Et cet héritage ? Des clopinettes. Mais on a été gentils, on a emprunté pour votre mariage, pour vous lancer. Signe, où je révèle tout, tes enfants apprendront que leur grand-père n'était qu'un fantôme. Le choc m'a cloué sur place. Pas mon père ? Maman, avec ses silences, ses regards fuyants. Tout collait. Des flashbacks, des disputes étouffées, une photo jaunie d'un homme aux yeux verts comme les miens. Paul a renchéri, triomphant, Sophie est enceinte, Marie. De moi. C'est fini, notre histoire. Accepte, pour les gosses. Le monde chavirait. Hélène s'est penchée, son souffle chaud sur mon visage. Tu n'as rien, Marie. Juste des illusions. Signe, où tes enfants paieront, garde exclusive pour Paul, et un scandale public sur tes mensonges. Point. Les larmes me montaient, brûlantes, mais sous la douleur, une fureur primale explosait. Vous avez volé ma vie, mais pas mon sang, ai-je hurlé, la voix brisée mais ferme. Plongeant dans mon sac, j'ai sorti les vraies preuves, photos haute définition des bijoux non en toc, mais en or fin, cachés dans le coffre de Paul, détective engagé par Claire pour 500 €, et le testament authentifié par Lefebvre. Ceci prouve tout, le prêt frauduleux, les détournements. Et mon père ? Peu importe. C'est vous, les voleurs d'âmes. Le point culminant a éclaté comme une tempête. Paul a bondi, espionne. Tu vas en prison pour ça. Hélène, livide, a saisi le dossier, c'est de la calomnie. Mon fils. Mais alors, la reviravolte à choc, la porte s'est ouverte sur Thomas et Léa, entrés en catimini avec Claire. Thomas, les joues ruisselantes, j'ai tout entendu, grand-mère. Et j'ai vu papa avec Sophie, des tonnes de fois. Il m'a promis un vélo si je me taisais. Léa, brandissant son téléphone, et j'ai enregistré toute cette réunion. Pour le tribunal. Vous êtes finis. Le silence a suivi, assourdissant. Hélène s'est effondrée sur sa chaise, les mains sur le visage, et pour la première fois, des sanglots ont percé sa carapace. Tu ne sais pas. Mon propre mariage, c'était une fraude. Pour l'héritage de mon père. Paul, il a suivi mes traces. Mais ce chantage, ce sera public. Les journaux, la famille. Paul, abattu, a murmuré, « Marie, pardon. » Sophie m'a piégée, elle voulait l'argent. Mon cœur battait la chamade, main tremblante, sueur froide sur la nuque. Apogée de la trahison, perte totale, mais une force intérieure jaillissait, comme un phénix des cendres. J'ai fixé Hélène, vos chaînes s'arrêtent ici. Le procès dira le reste. Nous avons quitté la villa sous une nuit pluvieuse, symbolique, les pneus crissant sur le gravier mouillé. Dans la voiture, Claire conduisait, Marc appelait l'avocat. On a tout, Lefebvre. L'enregistrement change la donne. Les enfants se serraient contre moi. Léa, maman, tu es une warrior. Thomas, je suis désolé. J'ai caressé ses cheveux, la gorge nouée.
La trahison était un miroir de mes peurs les plus profondes, cet héritage de soumission maternelle, brisé ce soir. Mais la résolution pointait. Lefebvre avait annoncé une piste pour le testament caché, un notaire complice d'Hélène à interroger. Les obstacles s'intensifiaient, mais je sentais la victoire, fragile, au bout du tunnel. Partie 3, la renaissance des cendres. Bienvenue pour la dernière étape de notre histoire sur Histoire de tous les jours. Si vous avez suivi les 2 premières parties, vous savez à quel point Marie a traversé l'enfer, l'humiliation publique, les secrets familiaux toxiques, et cette confrontation explosive chez Hélène qui a tout fait basculer. Merci à tous pour vos messages de soutien, ils sont une lumière dans ces récits sombres. Aujourd'hui, Marie boucle son témoignage avec la résolution du cauchemar et une renaissance qui va vous émouvoir aux larmes. C'est la fin d'un chapitre, mais le début d'une vie libre. Prêt pour le dénouement ? Respirez un grand coup, et suivez-moi. Les semaines suivantes à cette confrontation chez Hélène ont été un tourbillon de paperasse, de nuits sans sommeil et d'un suspense judiciaire qui me rongeait les nerfs comme un acide invisible. J'étais chez Claire, dans ce petit appartement qui sentait le café fort et les câlins réconfortants, avec Léa et Thomas qui essayaient de retrouver un semblant de normalité. Léa passait ses journées à réviser pour son bac, mais je la surprenais souvent en train de pleurer sur son lit, murmurant « Pourquoi papa nous a fait ça, maman ?» Thomas, lui, dessinait des maisons en ruine qui se reconstruisaient, ses petites mains tremblantes sur le crayon. Moi, je marchais sur des œufs, consultant mon téléphone toutes les 5 minutes pour un appel de maître Lefebvre. On dépose la plainte demain, m'avait-il annoncé au téléphone, sa voix grave comme un glas. Falsification de documents bancaires, recel successoral, et escroquerie. C'est du lourd, Marie. L'article 778 du Code civil va s'appliquer. Paul et Hélène perdront leur part sur les biens détournés, et des poursuites pénales s'ensuivront. Jusqu'à 5 ans de prison pour escroquerie, sans compter les amendes. Le procès s'est annoncé comme un ouragan. Pas un de ces divorces amiables qu'on voit dans les séries, avec un notaire et une convention signée en souriant. Non, le nôtre était contentieux, judiciaire, devant le tribunal de grande instance de Lyon. La procédure a démarré par une assignation en divorce pour faute adultère et dilapidation des biens communs, prouvée par l'enveloppe fatidique et l'enregistrement de Léa. Maître Lefebvre a été un roc. En 2025, la loi simplifie les choses depuis la réforme de 2021, mais avec des preuves comme les vôtres, on vise un divorce rapide. Audience d'orientation dans 15 jours, puis mesures provisoires, garde alternée pour les enfants, pension alimentaire immédiate. J'ai hoché la tête, le cœur serré, imaginant Paul face au juge. Les fonds ont été gelés dès le dépôt de la plainte, plus un centime ne filait vers Sophie ou les investissements frauduleux d'Hélène. C'était déjà une petite victoire, mais le vrai combat se jouait en coulisses. Les audiences ont été un calvaire émotionnel, un théâtre où les masques tombaient un à un. La première, l'audience d'orientation et de mesures provisoires, s'est tenue dans une salle au mur beige impersonnel, où l'air sentait la cire et l'anxiété. Paul était là, flanqué de son avocat, un jeune loup aux lunettes fumées qui balbutiait des excuses larmoyantes. Mon client regrette, votre honneur. C'était une erreur passagère. Hélène, assise au fond, évitait mon regard, ses bijoux cliquetant nerveusement. Le juge, une femme d'une 50aine d'années aux yeux perçants, a fixé Paul, Monsieur Dupont, vos virements vers une tierce personne, une collaboratrice, qui plus est constitue une faute grave. Et ce recel successoral sur l'héritage de la mère de madame ? Des documents falsifiés pour détourner un fidéicommis familial ? C'est punissable pénalement. Paul a baissé la tête, marmonnant, votre honneur, c'était pour la famille. Sophie m'a piégé, elle voulait l'argent pour notre avenir. J'ai serré les poings sous la table, les larmes brûlantes. L'enregistrement de Léa a été diffusé, sa voix claire, vous êtes fini, résonnant comme un verdict. Le juge a ordonné des mesures provisoires, garde exclusive des enfants pour moi, une pension de 1 500 € par mois, et la maison gelée en attendant le partage. Mais le suspense judiciaire culminait lors de l'audience principale, 3 mois plus tard, un matin pluvieux de juin 2025. La salle d'audience était bondée, Claire et Marc à mes côtés, tendus comme des arcs, un journaliste local au fond, sentant le scoop sur cette affaire de trahison bourgeoise. Paul, amaigri, en costume froissé, a plaidé pathétique, votre honneur, c'était pour notre famille. J'ai tout gâché,
Mais Marie, pardonne-moi. Les enfants ont besoin de leur père. Hélène, citée comme témoin complice, a tenté de se défendre. Mon fils mérite la lune. J'ai juste aidé pour l'héritage un prêt familial, rien de plus. Mais Maître Lefebvre a sorti l'artillerie, les relevés bancaires, le testament de maman authentifié par un expert, les photos des bijoux en or fin vendus depuis pour 80 000 €, une fortune modeste mais vitale pour mon indépendance. Mesdames et messieurs du tribunal, voici la preuve irréfutable de fraude successorale. Selon l'article 778 du Code civil, le recel prive les fraudeurs de leur part et les expose à des sanctions pénales. Escroquerie, falsification jusqu'à 375 000 € d'amende et 5 ans de prison. La reviravolta finale est arrivée comme un coup de théâtre digne d'une novella. Sophie, cette ombre qui avait hanté mes nuits, a été appelée à la barre en tant que témoin surprise. Elle est entrée, enceinte de 5 mois, le ventre arrondi sous sa robe noire, et a craqué sous les questions du procureur. Paul m'a promis le mariage, mais c'était Hélène qui tirait les ficelles. Elle m'a manipulé pour un gain financier, un investissement qui n'était qu'une arnaque. J'ai des emails prouvant qu'elle m'a payé pour séduire Paul et détourner les fonds. La salle a octé. Hélène a blêmi, mensonge. Cette fille est une opportuniste. Mais les preuves étaient là, des captures d'écran, des virements tracés. Paul s'est effondré en pleurs. Maman, pourquoi? Le juge a suspendu l'audience, mais le verdict est tombé 15 jours plus tard. Divorce prononcé pour faute de Paul, avec prestation compensatoire de 50 000 € pour moi, garde principale des enfants, avec droit de visite supervisée, et pour le volet pénal, renvoi devant le tribunal correctionnel pour escroquerie et recel. Hélène et Paul condamnés à rembourser l'héritage détourné, les bijoux vendus m'ont permis de racheter un appartement cosy dans le 7e arrondissement, avec vue sur les quais de Saône. Sophie a été blanchie, victime collatérale, et a quitté la ville, abandonnant Paul à son sort. Émotion ? Un mélange de soulagement et de tristesse infinie. Lors de la lecture du jugement, j'ai pleuré en silence, Claire me serrant la main. Tu l'as fait, sœurette. Maman serait fière. Marc a ajouté, d'une voix rauque, on a récupéré ce qui nous revenait. Plus de chaînes. Les enfants, présents via visioconférence pour la sensibilité du juge, ont applaudi à l'écran. Léa, justice pour maman. Thomas, un sourire timide. Paul, menotté pour la suite pénale, m'a lancé un regard brisé. Pardon, Marie. J'ai tout perdu. Je n'ai rien répondu. Le pardon viendrait peut-être un jour, mais pas maintenant. Sortant du tribunal sous un soleil timide, j'ai respiré l'air libre pour la première fois depuis des mois. La trahison, cette plaie ouverte, se refermait enfin, laissant une cicatrice qui me rendait plus forte. Mois plus tard, à l'automne 2025, la vie reprenait ses droits dans un appartement neuf, baigné de lumière. J'avais vendu les bijoux pour financer ce cocon, 3 chambres, un balcon fleuri, et un bureau où je pouvais enfin rêver. L'héritage de maman, ce fidéicommis récupéré avec intérêt 120 000 € au total, m'avait offert une indépendance que je n'osais imaginer. Fini les factures angoissantes, les nuits à compter les sous. J'avais démissionné de mon poste étouffant pour me lancer comme consultante indépendante en gestion administrative pour PME, un job flexible, où je conseillais des femmes comme moi sur leurs finances post-divorce. Tu es une battante, Marie, me disait mon premier client, une veuve de 40 ans. Et pour la première fois, je le croyais. À la guérison s'est faite en strates, comme un oignon qu'on pèle doucement. J'ai rejoint un groupe de thérapie à Lyon, inspiré de ces témoignages réels de femmes trahies, femmes libres après la tempête. Les vendredis soirs, dans une salle chaleureuse près de la place Bellecour, nous partagions nos histoires autour de tisanes. La trahison, c'est comme un deuil, disait la animatrice, une psychologue aux yeux bienveillants. Il faut pleurer, puis reconstruire. J'y ai parlé de Paul, d'Hélène, de ce secret paternel qui m'avait ébranlé. Un test ADN, commandé discrètement, avait confirmé, mon père biologique était un ancien collègue de maman, mort jeune, sans descendance. Ça faisait mal, mais ça libérait. Et vous, mesdames? Qu'avez-vous appris, demandait-on. Moi, que l'amour ne doit pas être une prison. Que l'héritage familial, ce n'est pas l'argent, mais la résilience qu'on transmet. Les applaudissements, les étreintes. C'était ma renaissance. Les enfants fleurissaient. Léa, 17 ans maintenant,
excellait au lycée et parlait de fac à Paris. Maman, grâce à toi, je sais que je peux tout conquérir. Une soirée, après un dîner de pâtes carbonara, ma recette revisitée, sans rôti maudit, elle m'a prise dans ses bras. Tu es plus forte que je pensais. Papa appelait hier, il veut voir Thomas. Mais on décide ensemble. Thomas, 15 ans, avait repris le foot, ses dessins devenus des illustrations pour un blog écolo. Maman, j'ai fait un portrait de toi, une phénix. Le dessin, encadré sur mon bureau, me faisait sourire les jours gris. Les dialogues avec le passé se fermaient doucement. Un appel distant de Paul, un soir de novembre, alors que je pliais du linge. Marie. J'ai tout gâché. La prison pour escroquerie, 6 mois avec sursis, et maman qui refuse de me voir. Sophie a avorté, elle m'a quitté. Peux-tu pardonner? Sa voix brisée, un écho de l'homme que j'avais aimé. J'ai répondu calmement, Paul, les enfants viendront te voir quand ils seront prêts. Mais moi? J'ai tourné la page. Prends soin de toi. Hélène, elle, a coupé les ponts, une lettre froide, tu as gagné, mais tu restes une ingrate. Je l'ai brûlée dans le balcon, les flammes dansant comme un exorcisme. Claire et Marc, mes piliers, ont scellé la réconciliation fraternelle lors d'un barbecue improvisé. Marc, de passage à Lyon avec sa tribu, souviens-toi de nos disputes d'enfants? On est plus solide maintenant. Claire, levant son verre, à maman, et à son vrai legs, nous trois, unis. Rire, grillade, et ses neveux qui couraient partout, un avant-goût de famille recomposée. Aujourd'hui, à 43 ans, je sais que la trahison n'est pas une fin, mais un feu qui forge. Aux femmes comme moi, celles de plus de 35 ans qui portent le monde sur leurs épaules, qui ont subi la trahison, les secrets familiaux, les héritages empoisonnés, écoutez votre voix intérieure, protégez votre valeur. Ne laissez pas un homme ou une belle-mère vous définir. L'héritage n'est pas dans l'argent ou le sang, mais dans la force qu'on transmet à nos filles, à nos fils. J'ai survécu, j'ai triomphé, et vous le pouvez aussi. À la fin de cette histoire? Un dîner familial, 1 an après le verdict, dans mon appartement baigné de rire. Claire, Marc, les enfants, et même une nouvelle amie de thérapie. Pas de rôti, mais une quiche aux légumes, et du vin qui coule librement. À la vie, ai-je toasté, et les verres ont teinté comme une promesse. Plus de chaînes, seulement des ailes.